Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième Radioscope. Oui, un radioscope qu'on espère cohérent, étant donné le thème de l'émission aujourd'hui. Alors, parlant de cohérence, je vais m'attaquer tout de suite au vif du sujet. Avant de passer aux questions, j'ai reçu de très bonnes questions pour le thème de cette semaine, des questions dont les réponses vont occuper, je dirais, l'essentiel de la capsule d'aujourd'hui. Mais peut-être rapidement placer un peu les concepts, je dirais l'essentiel du concept entre cohérence et cohésion, par exemple. Alors, d'abord, déjà en partant, quand on parle de cohérence par rapport à la cohésion, je dirais la cohésion, c'est un concept que j'ai développé en fait au cours des années depuis 2008. Je dirais la terminologie cohésion, simplement parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de confusion souvent quand on parlait de cohérence interne, cohérence horizontale, verticale, transversale. Alors je trouvais qu'on galvaudait beaucoup à un certain point le mot cohérence au niveau des politiques publiques. Alors j'ai proposé en 2008 l'utilisation du terme cohésion pour parler de ce qu'on appelle souvent, on voit ça entre autres dans le texte de Knopfler, dans le texte de Parle, ce qu'on appelle souvent la cohérence interne, c'est-à-dire dans le fond, la cohérence d'une politique en soi. Donc plutôt que de parler de cohérence, parlons de cohésion d'une politique, c'est-à-dire l'arrimage entre les éléments d'une seule politique. Donc dans la cohésion, ce qu'on va chercher, c'est à s'assurer que les éléments, que ce soit la définition, les objectifs, les instruments proposés dans une politique, que ces instruments-là, ils soient bien arrimés les uns par rapport aux autres et permettent l'atteinte efficace des objectifs, l'atteinte efficace des résultats recherchés. La cohérence, alors à ce moment-là, c'est autre chose. La cohérence, c'est vraiment s'assurer d'abord qu'il n'y ait pas d'entrave, évidemment, entre plusieurs politiques. Enfin, au moins entre deux politiques et possiblement entre plusieurs politiques publiques. Et donc là, on va voir si les éléments d'une politique puissent s'entraver les unes par rapport aux autres et plutôt même dans la recherche d'une cohérence entre les politiques, on va chercher à créer une synergie particulière entre ces éléments-là de façon à ce qu'il y ait un bel arrimage et même un renforcement entre les politiques publiques. On voudra par exemple qu'une politique sur le transport, bien qu'elle ait des objectifs très spécifiques au transport, que ces objectifs-là tout de même puissent venir renforcer, par exemple, les objectifs d'une politique en matière de santé publique. Que les instruments qui sont proposés dans l'une des politiques ne viennent pas entraver l'atteinte des objectifs de l'autre politique. Donc, par exemple, si dans une politique de santé publique, on veut encourager les gens à faire de l'exercice, à développer un mode de vie actif, mais que dans la politique sur le transport, plutôt que de financer le transport collectif, on finance le développement de nouvelles routes, de nouveaux axes routiers, d'un plus grand nombre de voitures sur les routes, bien évidemment, les instruments proposés par la politique sur le transport viennent entraver l'atteinte des objectifs de la politique de santé publique. Donc, c'est un peu ça l'idée entre cohésion et cohérence. La cohérence, évidemment, je disais, peut se décliner, j'y reviendrai dans les questions, mais peut se décliner de différentes façons. On parlera de cohérence horizontale lorsqu'on cherche, par exemple, ça peut être la cohérence entre des politiques d'un même secteur, d'un même ordre de gouvernement, et de cohérence verticale, lorsqu'on parlera par exemple de la cohérence de politique entre plusieurs ordres de gouvernement ou on pourrait dire plusieurs niveaux de régionalisation d'une politique. On peut penser par exemple qu'au Québec, lorsque le ministère, revenons à notre exemple de santé publique, lorsque le ministère développe une politique, le ministère n'est pas nécessairement celui qui met en œuvre la politique, mais la politique sera mise en œuvre par des régies, c'est-à-dire des agences de santé publique, lesquelles pourront avoir recours aussi à des unités encore plus régionales, tels les hôpitaux ou les CLSC, donc pour la mise en œuvre de cette politique-là. Alors on verra ici que quand on parle de cohérence verticale, mais ce sera plutôt au sein des agences, des centres locaux qui sont affiliés au ministère.
mais on voit bien l'idée de la verticalité. Elle peut aussi se jouer, souvent elle se joue plutôt sur la base internationale. Et donc là, on verra comment des organismes supranationaux, on peut penser à l'ONU par exemple, on peut penser à la Banque mondiale, au FMI, développent certaines politiques qui visent des pays du tiers-monde, par exemple, des pays en voie de développement. Et donc, on peut penser à des politiques économiques, par exemple, et bon, ces politiques-là vont avoir un impact, mais souvent, ces politiques-là peuvent être en incohérence avec les politiques des États auxquelles elles s'appliquent, des politiques nationales des États auxquelles elles s'appliquent. Alors, on parlera encore ici de cohérence verticale. Donc voilà pour placer un peu les concepts, éclairer un peu ce qu'on veut dire, mais pour aller, je dirais, au-delà de ça, je vous propose maintenant que l'on se penche sur les questions que j'ai reçues cette semaine. Alors la première question, on me demande bon, qu'en est-il alors de la cohérence des politiques publiques dans un même secteur? On demande évidemment, est-ce que, bon, on parle de cohérence horizontale ou de cohérence verticale quand on parle de, bon, cohérence horizontale quand on parle d'un même ordre de gouvernement? Mais là, on me demande, bon, est-ce qu'on peut parler de cohérence horizontale dans un même secteur ou à l'intérieur d'un même ordre de gouvernement? Donc, par exemple, on donne l'exemple ici, si on analysait la cohérence d'un ensemble des politiques menées sur l'emploi par le gouvernement du Québec, parlerait-on de cohésion interne? Non, parce que comme je l'ai dit, la cohésion, c'est vraiment une analyse d'une seule politique, de l'arrimage des éléments d'une seule politique. Et alors, et on poursuit ce qu'on peut parler, alors qu'il peut s'agir de plusieurs politiques bien distinctes, est-ce qu'on parle de cohésion horizontale, de cohérence horizontale, même si c'est un seul secteur concerné? Absolument. L'idée d'horizontalité, de verticalité, comme je le disais, peut se décliner de différentes façons. Dans la présentation que je fais sur le cours en ligne, je le décline au sein d'un État fédéral parce que, bon, on vit au Canada, le Canada est un État fédéral, donc c'est un élément d'intérêt. Et ça a été très peu exploité, le cadre fédéral pour la cohérence dans la littérature sur la cohérence des politiques publiques. Alors, c'est pour ça que je disais que je propose de voir la cohérence horizontale comme étant la cohérence dans un domaine donné des politiques d'un même secteur. Alors, c'est-à-dire d'un même ordre de gouvernement. Donc, bon, si on prenait ici l'exemple des politiques sur l'emploi, au Québec, oui, c'est de la cohérence horizontale parce qu'on prend un domaine donné dans un ordre de gouvernement donné. Alors que si on voulait voir, par exemple, l'arrimage des politiques des politiques sur l'emploi entre le fédéral et le provincial, alors dans ce cadre-ci, on parlerait de verticalité, de cohérence verticale. Mais donc, il ne faut pas nécessairement s'attarder uniquement à la terminologie. L'important, c'est donc le cadre, comme je propose là, c'est pour nous permettre de bien comprendre la cohérence des politiques, de bien comprendre qu'il y a des dynamiques différentes au sein, dans l'analyse de la cohérence, au sein d'un État et de comprendre également que le type d'État peut influencer la façon dont on va rechercher la cohérence des politiques publiques. Euh, donc, mais pourquoi je parlais je disais dans un ordre de gouvernement ici, c'est parce que je parlais évidemment d'un cadre fédéral. Si on parlait d'un cadre international, on dirait que l'horizontalité ici serait les politiques nationales d'un pays, que celui-ci soit une fédération ou non. Euh, ou encore, on pourrait même s'intéresser à la verticalité à partir du cadre international, comment ça se décline. On peut le voir par exemple en Suisse, comment une obligation internationale, par exemple la signature d'une convention, va imposer certaines obligations dans la définition des politiques d'abord confédérales, ou nationales dans le cas de la Suisse, puis cantonales, et puis communales ou municipales. Donc, il y a différentes façons de voir ça décliner. L'important, c'est de comprendre qu'effectivement, si on passe ça sur une base comme celle décrite dans la question, à savoir les politiques de l'emploi du gouvernement du Québec, est-ce qu'on parle alors de cohérence horizontale? Oui, sans problème, c'est de la cohérence horizontale. Dans ma deuxième question, on dit que j'ai à vous soumettre, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a incohérence entre deux ou plusieurs politiques? Est-ce que les modèles d'analyse que vous nous proposez dans ce cours nous permettront de déceler les incohérences si elles existent? Alors, les modèles offrent d'abord une méthode systématique pour décortiquer les politiques. C'est à ça que servent les modèles. Comment décortiquer les politiques de façon à pouvoir identifier les zones où on pourrait observer
de la cohérence ou de l'incohérence dans les politiques. Euh, les modèles proposent aussi ou pointent, je dirais, vers des possibilités d'incohérence ou de cohérence. Alors, sans en faire une liste exhaustive, les modèles proposent des façons de comprendre la cohérence ou l'incohérence. Et là, à partir de là, ben, c'est à l'analyste de juger si, selon lui, il retrouve dans les politiques des éléments qui vont entraver une politique par rapport à l'autre, ou encore qui vont renforcer cette politique-là. Donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de modèle, je dirais, là, euh, très mécanique qui permet de dire, ah, oui, si, il y a incohérence, ah, là, non, il n'y a pas de décohérence. Comme dans toute l'analyse des politiques publiques, l'analyse de la cohérence ou de l'incohérence repose sur le jugement de l'analyste qui, lui, pourra déterminer à partir des données dont il dispose s'il trouve que une politique par rapport à l'autre est incohérente ou non. Et je me permets de revenir sur l'exemple que je donnais un peu plus tôt. L'analyste qui dira, mais oui, mais entre cette politique des transports qui propose la construction d'un tas de nouveaux, d'une tas de nouvelles routes, et une politique de santé publique qui dit ben il faut encourager les gens à adopter un mode de vie actif, entre autres en prenant les transports en commun, eh bien moi je jugerais qu'il y a une relative incohérence entre les politiques. Et là, encore une fois, l'analyste de devoir regarder dans l'ensemble des moyens proposés par une politique et dans l'ensemble des moyens proposés par l'autre, dans l'ensemble des objectifs de l'un, dans l'ensemble des objectifs de l'autre, il y aura toujours un niveau relatif d'incohérence et de cohérence. Et c'est à l'analyste de juger si, d'après lui, il y a plus d'incohérence que de cohérence ou vice-versa. Ça nous mènera tantôt vers une autre question à ce niveau-là, mais et donc il y a jamais, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Donc c'est à nous de déterminer les zones où il y a de l'incohérence et d'expliquer les effets de cette incohérence-là, les impacts de la cohérence ou les impacts de l'incohérence. Un exemple qu'on pourrait donner de ça, et là on parlera de cohérence verticale, le gouvernement fédéral, donc avant de transférer au gouvernement du Québec la gestion du programme de congés parentaux, c'était le gouvernement fédéral qui gérait les congés parentaux et d'un an à travers le programme d'assurance chômage ou d'assurance emploi en fait. Et le Québec s'était doté, lui, d'une politique, en fait, d'un programme de CPE dans le cadre de sa politique familiale. Au Québec, la mise en application de ces deux programmes au sein de ces politiques-là a eu un effet, une convergence incroyable, une cohérence incroyable qui a permis, oui, d'augmenter le taux de natalité ou l'indice de natalité au Québec de façon significative, mais surtout qui a permis l'arrivée ou l'accroissement de femmes sur le marché du travail de l'ordre de 40%. Donc on voit ici que ces deux politiques qui viennent de deux ordres différents, qui visent évidemment, donc ces deux politiques qu'on pourrait qualifier comme des politiques familiales, et qui, au jugement de l'analyste, qui dans ce cas c'est moi, eh bien, il y a une cohérence entre les deux, une cohérence qui va au-delà de simplement l'empêchement de s'entraver l'une par rapport à l'autre, mais bien de se renforcer l'une par rapport à l'autre et d'avoir des effets très positifs. Ensuite, la prochaine question. Alors, on me dit, au sein d'un gouvernement, oui, il y a tellement de politiques qui poursuivent des objectifs potentiellement antagonistes, par exemple environnement versus économie, sécurité nationale versus liberté individuelle, et moi je donnais l'exemple santé publique versus transport, que la cohérence n'est ni souhaitable ni possible. On dit est-ce que c'est peut-être plus un équilibre qu'on recherche entre les politiques. Alors, pourriez-vous expliquer comment la cohérence intra-institutionnelle peut être atteinte? Alors, on dit que c'est peut-être un standard qui est très difficilement atteignable pour un grand nombre de politiques publiques. Alors, évidemment, vous avez tout à fait bien compris. La cohérence n'est pas un objectif. La cohérence, c'est un idéal type. On cherche à ce que les politiques qu'on développe
se rapproche toujours le plus possible de la cohérence. On cherche toujours à insuffler dans les politiques un niveau de cohérence, sachant très bien qu'il y aura toujours probablement un certain niveau d'incohérence entre ces politiques-là. Donc la cohérence ne peut jamais être parfaite et évidemment, il peut être souhaitable parfois, essentiellement pour des raisons politiques, que cette politique-là ne soit pas entièrement cohérente ou ne puisse pas être entièrement cohérente parce que le gouvernement doit assurer un équilibre entre les intérêts des différents groupes d'acteurs au sein d'une population. Alors, donc, comment expliquer, par exemple, qu'on développe encore des routes dans certaines régions, et alors qu'on fait très bien la démonstration que ce qu'on a besoin, c'est plus de transport collectif, c'est que il y a des intérêts politiques qui sont en jeu. Et que si on adoptait une politique qui vise uniquement le transport collectif, il y a fort à parier que le gouvernement perdrait des électeurs, un grand nombre d'électeurs. Donc, on va chercher, les gouvernements vont toujours chercher à assurer un certain équilibre entre les intérêts de certains groupes et les intérêts d'autres groupes. On ne veut pas s'aliéner une partie des citoyens au profit d'une autre partie des citoyens. Donc, on cherche toujours cet équilibre-là, ce qui fait qu'effectivement, la cohérence ne peut pas être un objectif ni un idéal entièrement atteint. Cela étant dit, on va se donner par contre des mécanismes pour s'assurer que la cohérence puisse être, je dirais, au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on puisse tendre le plus possible vers une cohérence des politiques publiques. On peut penser à des mécanismes, dis-je, administratifs, par exemple des tables de concertation, des tables interministérielles, ou encore des mécanismes que je qualifie de politico-juridiques, c'est-à-dire on peut penser à une loi dans certains pays, par exemple, l'Inde internationale est soumise à une loi qui oblige donc tous les ministères à, à, à déterminer, lorsqu'ils font des politiques, en quoi leur politique est favorable au développement international. Et donc ici, on voit que donc la cohérence est un peu imposée de façon légale. On voit très peu ça au Québec et au Canada. Au Québec, on a plutôt pour une autre forme de mécanisme politico-juridique qui prennent la forme de politique cadre. On peut penser par exemple à la politique sur le développement durable qui impose d'abord certaines pratiques dans les ministères, certains comptes à rendre dans les ministères, mais aussi qui impose aux politiques d'intégrer des objectifs de développement durable et de démontrer comment les politiques qu'on développe répondent aux objectifs supérieurs de développement durable tels que prescrits dans la politique cadre sur le développement durable. Donc ça, ces mécanismes-là, je dirais, au Québec, la politique cadre sur le développement durable a même un impact assez important. Et ces mécanismes-là, ils aident considérablement à atteindre donc ou à tendre vers une assez forte cohérence dans les politiques. Évidemment, une recherche qu'on a fait récemment avec ma collègue Alexandre Couture-Gagnon nous a permis de voir une chose, c'est qu'un mécanisme, il y a plusieurs mécanismes qui nous permettent d'atteindre une assez forte cohérence dans la définition des objectifs d'une politique, dans la compréhension des problèmes. Et même parfois dans la proposition des instruments. Là où la cohérence souvent perd du souffle, même lorsque prescrite par des instruments assez forts comme une politique cadre, c'est au niveau de la mise en œuvre. Alors là, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque les politiques sont mises en œuvre, il y a comme une certaine autonomie donnée aux agents qui assurent la mise en œuvre des politiques publiques, une autonomie qui fait dévier un peu le cadre, pas le cadre d'action, mais qui fait dévier un peu le sens des objectifs et qui, au bout du compte, font en sorte que les politiques ne sont peut-être plus si cohérentes une fois la mise en œuvre amorcée. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Un bon nombre d'éléments l'expliquent, entre autres le fait que les agents qui sont en charge de la mise en œuvre ne sont pas les agents qui ont formulé la politique, qu'il y a tout de même une certaine compétition des acteurs sociaux qui se poursuit même lors de la mise en œuvre et qui peut affecter la façon dont la mise en œuvre est faite.
des changements aussi chez certaines catégories d'acteurs. Par exemple, s'il y a un changement de gouvernement pendant la phase de mise en œuvre d'une politique, ben, il se peut que le nouveau gouvernement décide de rectifier le tir par rapport à la politique et vient donc en changer un peu le sens, ou le gouvernement décide de retirer des fonds dans un certain programme, ben, le programme ne peut pas être mis en œuvre, donc ça vient affecter la cohérence entre les politiques. Donc il y a plusieurs phénomènes comme ceux-là qui peuvent expliquer un manque de cohérence. On peut voir aussi que la cohérence, je dirais parfois, peut être masquée. Alors, ici, je veux donner le cas d'Hydro-Québec, pas d'Hydro-Québec, pardon, mais de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec qui, d'un côté, propose des jeux de hasard, qui sont par les loteries traditionnelles qu'on peut se procurer dans les magasins, ou encore dans les casinos. Alors, les casinos au Québec, ben, sont administrés par l'Auto-Québec. Donc, on voit ici que l'Auto-Québec est très présente dans tout ce qui est jeux de hasard au Québec. En fait, elle a le monopole au Québec sur les jeux de hasard. Et de l'autre côté, donc d'un côté, elle produit ces jeux de hasard. Et de l'autre côté, elle tient des campagnes de prévention contre les risques liés aux jeux de hasard. Là, on peut dire, c'est un peu comme si la main gauche ignore ce que fait la main droite. Donc on peut voir ici une relative incohérence dans l'action, dans les politiques dont se dote l'Auto-Québec. En réalité, quand je parle de cohérence masquée, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un coup, on voit très bien que lorsque l'Auto-Québec mène des campagnes de prévention contre le jeu ou contre les effets négatifs du jeu, c'est très clair que ce que l'Auto-Québec cherche à atteindre, c'est la protection des citoyens. On veut protéger les citoyens contre les effets négatifs que les jeux de hasard peuvent avoir sur eux. Alors pourquoi simplement pas interdire les jeux de hasard carrément et donc du même coup éliminer complètement le problème? En fait, c'est que on ne peut pas réellement éliminer complètement les jeux de hasard, parce que si on le fait, à ce moment-là, il y a fort à parier que les jeux de hasard vont se transposer vers le marché noir. Et à ce moment-là, et là, sans aucun encadrement de l'État. Et donc là, ça devient beaucoup plus problématique. Beaucoup de problèmes qui peuvent découler du fait que le marché noir peut s'emparer des jeux de hasard. Et là, ben, ce n'est plus seulement les campagnes de l'Auto-Québec qui vont permettre d'immuniser ou d'espérer d'immuniser l'effet des jeux de hasard. Alors ici, en encadrant de façon étatique les jeux de hasard au Québec, l'Auto-Québec protège également les intérêts ou protège les citoyens. Donc on voit que si on regarde l'objectif comme étant la protection des citoyens, on se rend compte pourquoi une action et l'autre deviennent à ce moment-là cohérentes. Oui, on vient encadrer, on vient organiser les jeux de hasard de façon à contrôler la façon dont ils sont faits, de contrôler, espérons-le, l'endettement des gens ou le mieux que l'on peut. Et de l'autre côté, qui est un des effets négatifs, et de l'autre côté, ben, on mène aussi des campagnes pour prévenir les dangers donc, de ces jeux de hasard qu'on contrôle tout de même. Donc, il demeure, je dirais, peut-être une certaine incohérence relative, mais quand même, quand on le prend de ce côté-là, on voit qu'il y a une certaine cohérence dans l'action de l'Auto-Québec. Après ça, on peut intégrer à ça toutes des questions éthiques, mais le thème de cette semaine n'est certainement pas l'éthique. On me demande ensuite une autre question. On dit, les impacts internes sont qualifiés comme ceux qui sont ressentis à l'intérieur même des organisations responsables de la mise en œuvre des politiques. Puis après ça, on dit, mais il précise que les impacts internes peuvent porter atteinte à la légitimité, à la crédibilité. Et là, ben, est-ce que ça, la légitimité et la crédibilité du gouvernement, évidemment, et là, on demande, ben, est-ce que ça, c'est pas plutôt des effets externes, des effets sociaux? Déjà, en partant, une première réponse serait le fait que ce ne sont pas des catégories mutuellement exclusives. D'accord? Alors, au contraire, il y a peut-être un certain élément de porosité entre les effets d'un manque de cohérence. Ici, ce que je dirais, c'est que les effets, ce que j'appelle les effets internes, les effets négatifs internes d'un manque de cohérence, c'est ce qui va venir affecter l'efficacité de l'administration publique, du travail de l'administration publique à l'interne. L'administration publique est entravée par un manque de cohérence.
Et à ce moment-là, ben, ces effets-là, à un moment donné, quand le manque de cohérence vient entraver l'efficacité de l'administration publique, vient empêcher l'administration publique de bien faire son travail, ben, même si ce sont des effets internes, il reste que ça peut se répercuter à l'externe. Les citoyens qui reçoivent mal ou pas les services auxquels ils ont droit ou qui, en disant que un vous demande de remplir un formulaire et l'autre ministère vous demande de remplir à peu près le même formulaire parce qu'il y a un manque de cohérence entre les ministères. Euh, et là que le travail se dédouble, on crée d'autres banques de données, etc. Eh ben, vous, bien que ce soit des effets internes, ce manque de cohérence-là, il reste que pour vous, vous le ressentez comme citoyen et ça va affecter la crédibilité que vous allez donner au gouvernement. Donc c'est un peu ça ici, c'est un peu de cette façon-là qu'il faut le comprendre. Enfin, on me demande, bon, quel facteur dans le cadre étatique fédéral affecte la cohésion et la cohérence des politiques? Et est-ce qu'il existe des dispositifs ou des mécanismes au fédéral pour faciliter ces deux qualités désirables des politiques? Alors, qu'est-ce qui peut affecter la cohésion ou la cohérence? Un mauvais arrimage des politiques publiques, un mauvais arrimage des lois entre autres de gouvernement, des intérêts politiques, comme je parlais un peu plus tôt, et simplement, je dirais, une ignorance très candide de ce que l'un ordre de gouvernement peut faire ou même l'autre. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de pallier ces problèmes? Oui. Tantôt, je parlais de tables de concertation. On a effectivement des tables de concertation fédérales, provinciales, des rencontres intergouvernementales également, non pas seulement entre je dirais les élus, hein, ministres ou les premiers ministres, mais également, même souvent, entre fonctionnaires, que ce soit des sous-ministres adjoints, euh, qui se rencontrent et donc vont travailler avec leurs équipes à assurer une certaine concertation entre les ordres de gouvernement. Il y a aussi des accords fédéraux provinciaux. On peut penser par exemple à l'accord sur l'union sociale qui viennent établir certaines bases, certains paramètres qui fait que lorsque les provinces après déterminent des politiques ou élaborent des politiques, elles ont des paramètres, des critères qui leur permettent d'assurer une certaine cohérence entre ce que recherche le gouvernement fédéral comme action et ce que recherchent les provinces comme action. Et bon, il y a effectivement, entre les ministères aussi, il existe des tables interministérielles, des rencontres interministérielles. Donc, par exemple, entre le ministère de l'Environnement fédéral et le ministère de l'Environnement du Québec. L'autre question qui m'était posée ici, c'était pouvons-nous donner un exemple de politique publique incohérente? Quelles sont les actions qui ont été prises pour corriger ce manque de cohérence? Et donc, pour rester un peu en lien avec la politique qui précédait, la question qui précédait, dire oui, un exemple que je peux donner, ben, c'était les plans de lutte à la pandémie de grippe qui avaient commencé à être élaborés dans les années 2000. Et lorsque est survenu le SRAS, on se rappellera que le SRAS a d'abord apparu, donc on a eu des cas, c'est-à-dire au Québec, on a eu des cas aussi en Ontario, quelques cas au Québec, en fait, mais pas beaucoup, mais beaucoup en Ontario, entre autres dans la région de Toronto, on en a eu en Colombie-Britannique, et donc à partir de ce moment-là, la Constitution prévoit que lorsqu'un problème de santé comme celui-là se propage, eh bien, c'est le gouvernement fédéral qui devient responsable de la lutte à la pandémie. Et donc, on avait à ce moment-là donc la Constitution qui expliquait clairement qui devait agir de quelle façon, et donc, et on avait une loi sur la quarantaine. Mais ce qu'on n'a pas pensé, c'est qu'il n'existait pas d'entente de partage d'informations entre les provinces et le fédéral. Or, le fédéral n'avait pas accès au dossier des patients, puisque ça, c'est juridiction provinciale. Mais pour assurer la surveillance de la progression de la maladie, on avait besoin d'avoir accès à ces données-là. Et lorsque le gouvernement fédéral a demandé aux provinces d'avoir accès aux données, celles-ci ont été obligées de dire non, on ne peut pas, parce que légalement, nous n'avons pas le droit. La loi ne prévoit pas la permission de partager avec vous des données personnelles comme celle-là. On doit les protéger. Et donc, le gouvernement s'est trouvé dans une situation où le gouvernement fédéral s'est trouvé dans une situation d'incohérence en termes de politique publique, où on avait un beau plan de lutte à la pandémie, mais on ne savait pas comment le mettre en œuvre, comment l'activer, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire la surveillance. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a créé par la suite des cadres d'interopérabilité entre les provinces et le fédéral, des cadres d'interopérabilité qui prévoient des changements, donc des changements législatifs qui ont lieu. Et aujourd'hui, les nouvelles lois permettent les échanges d'informations entre
le fédéral et le provincial, justement, pour que des situations comme celle-là ne puissent plus se reproduire. Alors voilà, c'est ce qui complète notre radioscope, hein, tout juste, nous avons le droit à 30 minutes et nous arrivons à notre 30 minutes. Je vous souhaite donc une bonne semaine et si vous avez encore des questions par rapport à la cohérence des politiques, je vous en prie, vous avez mon courriel et vous pouvez m'écrire. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Au revoir.